Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinémoi qui sera, on va dire, le premier réel épisode. Le premier étant plutôt un épisode pilote. Et ici, du coup, comme ça, on partira sur un nouveau cycle avec janvier et du coup épisode 1. Et du coup, ça fera un cycle entier avec en 12 mois. Bref, il est l'heure de commencer. Premier film, le très bon. Derrière ce nom se cache donc La La Land. Parce que La La Land, c'est... La La Land, il n'y a pas d'autre mot. Et donc du coup, second film de Damien Chazelle. Damien Chazelle qui est déjà, on va dire, au panthéon des réalisateurs, parce qu'il a fait Whiplash et celui-là, et Bordel de merde. C'est tellement deux claques différentes qui sont en soi tellement intimement liées, mais aussi tellement opposées en plein de choses que... Je suis confus. Et bref, ça pour dire, allez voir Whiplash parce que c'est une perle. Et s'il est encore au cinéma, mais je pense qu'il est encore au cinéma, allez voir La La Land. Vous me direz merci. Mais bon, avant, je suppose qu'il faut quand même que je vous convainque un minimum. Hein. Donc La La Land, c'est une comédie musicale qui se passe donc dans deux milieux différents, qui est le milieu hollywoodien dans lequel veut évoluer Emma Stone, et le milieu du jazz que Ryan Gosling veut faire renaître parce qu'il est tombé plus ou moins en désuétude. Tant et si bien que maintenant le jazz, c'est la musique que t'écoutes dans l'ascenseur, quoi. Au milieu de tout ça s'articule, on va dire, une histoire d'amour entre Emma Stone et Ryan Gosling qui se cherchent plus ou moins et qui du coup évoluent tous les deux en parallèle en se servant l'un l'autre de tremplin pour s'aider intellectuellement, se soutenir et gravir comme ça les échelles une à une en s'entraidant, quoi. Et chose est de constater que ça marche putain de bien. Les acteurs sont mignons, ce qu'il faut pour que ça reste crédible. Après, je suis un fan invétéré de Ryan Gosling. Je vous conseille Nice Guys, si vous l'avez pas vu, avec lui, sorti il y a plein de temps avec Russell Crowe. Après, il a fait plein d'autres bons films, mais bon, récemment, il a sorti celui-là qui était vraiment bon. Et Emma Stone, j'ai pas présenté. C'est Emma Stone, merde. Pareil, si vous voulez voir un film avec elle qui est très bon, allez voir le Woody Allen, L'Homme Irrationnel, avec Joaquin Phoenix et Emma Stone, qui est pour moi très bon et qui réunit en plus Joaquin Phoenix et Emma Stone qui sont deux très bons acteurs que j'apprécie beaucoup. Bref, revenons à nos moutons donc. La La Land, pour moi c'est un excellent film qui traite de thématiques qui d'un côté sont belles et de l'autre côté sont totalement déprimantes et tu sais jamais si le film faut que tu l'aimes ou que tu le détestes parce que d'un côté il te fait rire, de l'autre côté il te fait pleurer, tu sais pas trop... La La Land. Il y a des jeux au niveau des plans qui se font écho par rapport à d'autres moments du film, par rapport à des films antérieurs. Il y a pas mal de références au vieux Hollywood, ce qui est carrément le but du film à la base. Il y a énormément de jeux sur les couleurs. Alors je sais bien ce que vous allez me dire, oui les couleurs c'est bien, c'est joli, ça donne de la dynamique à l'écran. Il y a aussi tout un côté on va dire plus profond et qui en fait donne des sens sur la profondeur et ce que les couleurs représentent dans la psychologie, dans la psyché des personnages. Si vous voulez en savoir plus sur ça, plutôt que de partir dans des palabres énormes qui vont durer des plombes, je vous renvoie à la vidéo du fausseur de film qui traite de ça justement. Je vais la foutre par là, je pense. Allez la voir. Revenez après. Qui du coup est très bien, qui débroussaille énormément le sujet, on va dire, et qui du coup donne pas mal d'informations et de pistes sur le film et ce qu'il véhicule à travers les couleurs, notamment. Bref, vous l'aurez compris, c'est un film qui est super riche, qui développe énormément de choses et qui est juste très bien. C'est pas pour rien qu'il a eu autant de nominations que Titanic aux Oscars, quand même. La La Land, pour moi, c'est un film qui m'a touché. Et la fin, quoi, merde. La fin. Après, j'ai beau avoir énormément aimé La La Land, je vous conseille quand même plus Whiplash, qui pour moi est quand même meilleur. Bien que ce soit passé plus inaperçu quand même que La La Land, qui a fait un foin monumental et dont tout le monde parle actuellement. Mais je trouve Whiplash beaucoup plus cynique et en fait beaucoup plus cinglant, on va dire, que La La Land. Et c'est en ça que j'ai préféré Whiplash, du coup, c'est qu'il était vraiment beaucoup plus terre à terre. Là où La La Land est plus dans la magie, on va dire, de la chose. Ce qui est très bien aussi, c'est un film qui est vraiment beau. Et en plus, il y avait J.K. Simmons en acteur principal et... Dieu seul sait à quel point j'adore J.K. Simmons, qui fait d'ailleurs un caméo dans La La Land. Que ce soit La La Land ou Whiplash, je vous conseille quand même les deux parce que même si je préfère Whiplash, La La Land reste quand même un très très bon film pour moi et peut-être même un des meilleurs de cette année. On passe au second film. Quelques minutes après minuit, avec Felicity Jones encore, qui est juste sublime dans ce film-là, Sigourney Weaver, qui est une actrice qu'on n'a plus besoin de présenter, Liam Neeson, qui est un acteur qu'on n'a plus besoin de présenter, et le gamin qui
lui a besoin d'être présenté parce que je sais plus comment il s'appelle. Lewis McDougall, dans le rôle du gamin, qui est lui aussi très bon. On a quand même une belle brochette d'acteurs quand même. Donc l'histoire de base, c'est un gamin dont la mère est malade et atteinte du cancer. Pour pas trop spoiler, je vais rester quand même assez vague. Un soir, il y a un arbre qui se transforme en monstre, qui vient le voir et qui en fait lui dit qu'il va venir le voir plusieurs fois de suite et pour lui raconter des histoires. Le monstre lui racontera 3 histoires différentes. Et à la fin, en retour, le gamin devra lui raconter une histoire. Je vais m'arrêter là niveau scénario parce que c'est vraiment le speech de base et après c'est plus compliqué que ça et très allégorique. Et donc du coup voilà, si je veux pas trop spoiler, faut que je m'arrête là. Et donc du coup, franchement, quelques minutes après minuit, moi c'est vraiment un film qui va vraiment toucher. Je trouve qu'il est vraiment très profond et très bien filmé, très bien tourné. Il y a plein d'idées qui sont juste sublimes. Et du coup, je trouve ça un peu dommage parce que le film est passé assez inaperçu. Il est resté qu'une semaine au cinéma là où moi j'étais. Et même, il n'a pas fait genre très grande impression. Il n'y a pas grand monde qui en a parlé ni rien. Et je trouve ça assez dommage parce que c'est un film qui est vraiment intéressant, qui essaye plein de choses et qui a vraiment plein de bonne volonté et ça se ressent à l'image. Il y a vraiment genre plein d'idées qui sont vraiment juste bonnes quoi. Alors après, genre, je sais que par exemple il y a le fait en fait que les histoires du géant, joué par Liam Neeson du coup, qui sont racontés en fait sous forme d'aquarelle animée. Et donc du coup, je sais que ça a beau faire écho au modèle de narration des contes de Biddle le Barde dans Harry Potter 7 partie 1, quand Hermione raconte le conte et on voit les frères Pévrel avancer sous forme de dessin. Ça a beau reprendre plus ou moins ce modèle-là, on va dire, là ici. C'est tellement magnifique et bien pensé, et avec des images vraiment sublimes, que du coup c'est pas grave, on dirait, ok c'est un peu inspiré, mais concrètement c'est tellement à 1000 km au-dessus de ce qui a pu être fait dans Harry Potter que on s'en fout, c'est pas grave. Et ça c'est vraiment une des super idées du film, mais après même genre, que ce soit dans le design du monstre, ou même après dans toutes les thématiques qu'il aborde, parce qu'il y a vraiment plein de trucs différents qui sont abordés, notamment justement le thème de la mort, qui est quand même plus ou moins le thème de prédilection du film. Il y a toutes les réactions du gamin qui sont à chaque fois très justes et très bien amenées. Et du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment un super film qui m'a énormément touché. Et je sais même pas si c'est même pas devenu un de mes films préférés de le coup d'un seul, parce que je l'attendais pas du tout ce film-là. Genre, je suis allé le voir un peu au pif en me disant ça peut être cool. Je pensais que ça allait être un film un peu fantastique. Parce que la bande-annonce laissait présager que du coup, en fait, c'était un monstre qui venait chercher un gamin et qu'après du coup je pensais que ça allait être après un espèce de truc fantastique, ils étaient partis dans un autre monde et voilà. Donc en fait j'étais à 10 000 années-lumière de ce que c'était. Mais bon, le fait est que du coup je suis allé un peu au pif et j'ai pris finalement tellement une grosse claque que mais du coup voilà, j'étais carrément perdu et déboussolé quoi. Donc, du coup ça fait que le film est vraiment troublant parce que je pense qu'il y a tellement de thématiques et d'interprétations différentes à chaque scène et à peu près chaque action, que je pense que c'est là que du coup le film est vraiment riche, parce que même en étant très précis et très concis on va dire dans ses paroles, avec des discours qui sont quand même parfois vachement forts, le film reste quand même à être assez vague dans l'interprétation qu'on peut en faire. Et c'est là que je trouve qu'on voit genre qu'un film est vraiment bien fait, c'est quand le discours est net et précis, mais que même avec une telle précision, on peut quand même interpréter de 1000 façons différentes. Après voilà, comme je l'ai déjà dit, tous les acteurs sont bons. Même le gamin qui en général, bon c'est les gamins qui jouent un peu moins bien dans les films parce que ils ont pas l'expérience requise. Et même le gamin est vraiment très très juste. Felicity Jones, je l'ai déjà dit dans le cinéma sur décembre. La meuf, je l'ai vu dans 2 films et je suis déjà complètement conquis. Et Sigourney Weaver, voilà quoi. Donc après voilà, du coup il y a un scénario qui est vraiment très bien ficelé et très bien tourné et assez bien réfléchi, même si à la base, bon, c'est un livre, comme les 2 tiers des films qui sortent aujourd'hui, mais même si c'est un livre à la base, c'est une super adaptation. Alors je sais pas comment est le livre, parce que je l'ai pas lu, je vois pas comment on pourrait faire mieux niveau interprétation, parce que ne serait-ce que pour les contes, qui sont juste une super idée, et que c'est vraiment un très beau moment de cinéma à passer, du coup ça fait que voilà, je pense que c'est vraiment une super adaptation du livre. Même si je peux pas juger parce que j'ai pas lu le livre. Et après, bande son, je m'en souviens plus. J'avoue. Parce que là, maintenant, ça fait quoi? Ça fait 1 mois que j'ai vu le film. 2 mois même. Ça commence à faire un moment. Mais je tenais quand même vraiment à vous en parler parce que c'est vraiment un film qui m'a marqué. Et je vous dis, je pense que c'est presque un de mes films préférés. Je le foutrais par exemple au même rang, je pense, que Big Fish,
qui est pourtant un de mes films préférés. Parce que je trouve qu'il a la même candeur, et je trouve qu'il véhicule un peu le même type d'émotion qu'il y a dans Big Fish. C'est genre, d'un côté c'est mignon, mais de l'autre côté c'est aussi très triste. Et c'est ça qui faisait la force dans Big Fish, et c'est ça qui fait la force aussi dans celui-là, je trouve aussi, parce que justement il a un peu la même essence. Et du coup ça fait plaisir, parce que ça faisait déjà un bon moment que j'avais pas vu de film aussi bon que ça. Niveau émotionnel j'entends, parce que après j'ai vu des bons films aussi, il faut pas déconner. Mais niveau émotionnel, j'avoue que ça faisait un bon moment que j'avais pas vu un film qui m'avait autant touché. Et du coup ça fait plaisir, franchement. Est-ce que j'ai besoin d'épiloguer plus que ça sur ce film ? Je ne pense pas. Je vous conseille juste d'aller le voir dès que vous pouvez, louez-le, achetez-le, téléchargez-le, je m'en bats les couilles, mais regardez-le parce que c'est vraiment un très très bon moment à passer. On passe au dernier film ? Live by Night, du coup, avec le scénario fait par Ben Affleck, storyboard par Ben Affleck, réalisé par Ben Affleck, avec Ben Affleck, produit par Ben Affleck. Ben Affleck qui fait tout. Et Ben Affleck, moi franchement, je trouve que c'est vraiment un super gars, que ce soit en acteur ou en réalisateur. Parce que j'ai vu Argo, The Town, je crois que c'est lui aussi. Et celui avec son frère, c'est quoi ? Gone Baby Gone ? Je crois. En général, du coup, je suis un assez grand fan de Ben Affleck, à part dans Daredevil, parce que bon, Daredevil, merde. Même Colin Farrell que j'aime bien, bon, il joue dans Daredevil et j'aime quand même pas Daredevil. Ben Affleck, c'est quand même un acteur que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est un bon réalisateur aussi, et du coup... les deux ensemble, ça fait que ça fait un très très bon film pour moi. Voire même un des meilleurs films de mafia que j'ai vu. Et pourtant j'adore les films de mafia. Mais du coup, quoi dire sur ce film ? Ça se passe pendant l'époque de la Prohibition, et Ben Affleck, qui est une espèce de petite frappe, qui fait des petits cambriolages de merde, et qui baise, je sais pas comment on l'appelle, la copine, la pute, du gros bonnet de la mafia irlandaise, je crois. Je crois que c'est la meuf de la mafia irlandaise que Ben Affleck se tape. On va l'appeler Batman. D'ailleurs, il me tarde de voir Batman, le film, réalisé par Ben Affleck. Ça peut être très bien. Le parrain de la mafia, on va dire, se rend compte que Ben Affleck se paluche avec sa femme allègrement et qu'il lui rabote la crinoline méchamment. Et du coup, il tue la meuf. Et il va pour tuer Ben Affleck, qui est sauvé in extremis par son père. Et donc, autour de ça, une fois qu'il est bien rétabli, Ben Affleck va voir la mafia adverse et lui dit, écoute, si tu veux j'intègre tes rangs, parce que je vais faire payer ce sale bâtard. Et donc, du coup, forcément l'autre accepte, parce que pour niquer un méchant parrain de la mafia, rien ne vaut Batman. Et du coup, Batman se retrouve en Floride à diriger, on va dire, une des firmes de la mafia italienne. Et donc du coup, on voit Batman évoluer dans ce milieu-là. Pour moi, c'est un très bon film, parce que justement, il traite de la mafia d'un côté beaucoup plus humain, pas aussi machiavélique et juste je suis méchant, donc voilà quoi. Parce que le problème souvent dans les films de mafia, c'est que soit les gens ils rentrent parce qu'ils sont forcés et du coup ils se retrouvent dedans mais ils ont pas envie d'être dedans et du coup voilà quoi. Soit ils sont nés dedans et du coup c'est juste la juste continuation on va dire de leur vie en soi. Ici en fait Ben Affleck lui il y rentre vraiment juste par souci de vengeance. Et pour lui, du coup, la mafia, c'est même pas une fin en soi, c'est juste... Il veut y être jusqu'à tuer le gros bonnet de la mafia, et après, il envisage même d'en sortir et tout. C'est justement un des gros débats du film, parce que du coup, il y a beaucoup de moments où il sera vraiment borderline. On sait pas vraiment si il a franchi la limite ou pas. Le point de non-retour, qui fait que du coup, il pourra plus revenir et redevenir un pecno normal, quoi. Et ce qui fait que du coup, dans la construction des personnages et dans les relations qu'ils ont entre eux, mais c'est vachement intelligent et on y croit vraiment en fait. C'est pas une histoire vraie, mais ça pourrait très bien l'être parce que franchement, c'est vraiment comme ça, je pense que les gens fonctionneraient, grosso modo. Que ce soit Ben Affleck ou que ce soit le parrain de la mafia ou n'importe quel autre gars, ou même la cubaine là, que Ben Affleck rencontre au milieu du film. Tous, je pense que c'est comme ça qu'ils réagiraient dans un cas comme ça et... ça fait que le film est vraiment bien construit. Et puis même dans ce film, il y a une espèce de souci de réalisme, on va dire, qui est presque troublant, on va dire. Ça nous aide encore plus à nous immerger dans l'histoire et à être vraiment encore plus proche des personnages. Et puis en plus, comme pour Rogue One, bordel de merde, mais la scène de fin... Tant plus que le film, on va dire le film, c'est une espèce de poupée russe dont on ouvre, on va dire, les poupées une à une dans le film, et du coup on ouvre plein d'histoires, on balance plein de pistes et plein d'arcs narratifs qu'après on oublie carrément pendant les trois quarts du film, et après du coup plus ça va, plus on règle les problèmes on va dire locaux qui sont beaucoup plus ancrés dans le présent. Mais du coup quand ce noyau là se ferme, après en fait on se remet à fermer les poupées russes peu à peu, et du coup on va dire à chaque fois qu'on ferme une poupée russe, on est en mode ah mais ça se finit comme ça. Ouais, c'est pas con, hein. Et après, à chaque fois, il y a un nouveau rebondissement et on repart sur autre chose. Et
En fait, je trouve ça vraiment bien construit et bien rythmé parce que, genre, il y a plusieurs films comme ça où on va dire, du coup, tu sais, où tu as l'impression que c'est la fin et après ça repart, mais ça repart en mode un peu bancal. T'es en mode, non, vous auriez mieux fait d'arrêter avant, ça aurait été quand même bien mieux. Là, ici, chaque dénouement est cohérent, mais c'est également cohérent que le film continue après, on va dire. Et ce qui fait que le film est vraiment très bien construit et du coup jusqu'à la fin, tu sais pas comment ça va finir en fait. D'autant plus que le film finit, je sais plus s'il finit dans le cinéma ou s'il finit sur la plage. Bref, s'il finit sur la plage, c'est pas top. Par contre, s'il finit dans le cinéma, c'est égal et bien, c'est-à-dire que du coup, le film finit réellement avec comment il a commencé au tout départ. Parce que je crois que je crois que c'est une des premières scènes où en fait on parle du cinéma. Et du coup, quand ça finit avec ça, t'es en mode ah ouais, putain, pas con. Et du coup, c'est vraiment genre la dernière poupée russe qu'on referme définitivement et le film se finit là. Et, euh, et du coup, je trouve que et du coup, je trouve que le film est vraiment très très bien construit au niveau du scénario. Franchement, il est vraiment très bien ficelé. Ça veut dire que moi, franchement, Live by Night, pour moi, c'est un très très bon film de mafia. Après, si vous n'aimez pas ça, je vous conseillerais pas trop. Parce que bon, je suis pas sûr que quelqu'un qui aime pas les films de mafia aimerait Live by Night. Du coup, c'est ça qui conclut ce cinéma. Donc, du coup, pour récapituler, La La Land, très bon film. Live by Night, très bon film de mafia. Je précise de mafia parce que du coup, c'est un très bon film tout court, mais si vous aimez pas la mafia, vous risquez de pas aimer. Alors que La La Land, même si vous aimez pas les comédies musicales, ben, vous risquez quand même d'aimer. Et quelques minutes après minuit, peu importe qui vous soyez, à part si vous êtes un espèce de gros bof de 30 ans qui aura que les Fast and Furious, là je pense que bon, là ce sera pas du tout votre style de film. Mais sinon, peu importe qui vous êtes, Roi D quelques minutes après minuit, c'est vraiment un super film et je pense qu'il peut plaire à peu près tout le monde. Donc sur ce, voilà. Abonnez-vous à la chaîne, écoutez, ça fera toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le cinéma sur février, du coup, qui doit sortir je sais pas trop quand, dans moins d'une semaine je pense. Et voilà, bisous.